Intersaison numéro 13. Très heureux de vous retrouver donc pour ce 13e numéro d'Intersaison, le podcast de la revue Saison. Alors en ce moment, avec la multiplication des plateformes, les rachats de catalogues et la multiplication des séries, des saisons, des épisodes, on est au cœur de la Peak TV qui continue d'exploser et qui n'en finit pas de monter. Avec en particulier le retour de deux genres que nous aimons beaucoup. D'abord, disons, l'épopée étendue de l'Ouest américain. Je pense à Django, je pense à 1923, 1923. Et puis le genre série politique, il y en a même eu une petite française récemment qui était en place, la série humoristique de Jean-Pascal Zadi. Mais alors on va pas parler de ces séries aujourd'hui, en fait c'était des fausses pistes. Les séries qui vont nous occuper dans cette émission, elles sont au nombre de 3. The English, The Diplomate, et puis Succession, saison 4. Première saisonnière qui est avec nous et que je remercie, Audrey Fournier, qui est journaliste et critique série et cinéma au journal Le Monde et qui passe nous voir régulièrement. Bonjour Audrey. Bonjour Emmanuel. Deuxième saisonnier, Gilles Verviche, chroniqueur, comédien de stand-up, auteur de plusieurs ouvrages de pop culture et membre du comité de rédaction de Saison. Bonjour Gilles. Bonjour, vous n'avez pas prononcé le mot philosophie. C'est vrai, je l'avais mis, et puis mais parce que ça devient très marginal. Voilà, c'est marrant. Il se passe plein d'autres choses. Tout à fait, je aussi. Bon, merci aussi d'être avec nous. Alors, on va commencer par The English, une série produite par la BBC et Amazon Studios qu'on peut voir sur Canal+, série en 6 épisodes de Hugo Blick qui réalise aussi les épisodes avec Emily Blunt dans le rôle principal qui est aussi productrice exécutive, Stephen Ray en shérif désabusé mais tenace, et puis Shasky Spencer qu'on a pu voir notamment dans la saga Twilight. Alors Hugo Blick, c'est le showrunner à qui l'on doit des séries très politiques comme The Honorable Woman avec Maggie Gyllenhaal, et puis plus récemment Black Earth Rising avec Michaela Coel. En 2011, il a fait plein d'autres choses, mais il avait signé une série policière assez étrange, assez glaçante, assez suspendue, qui s'appelait The Shadowline et dont je conseille le visionnage. Alors The English, le titre français c'est Les Étrangers, c'est un western disons tardif, 1875-1890, dans l'Oklahoma et le Wyoming. On suit une Anglaise, Cornelia Locke, donc qui est jouée par Emily Blunt, qui est fraîchement débarquée, fraîchement aux États-Unis pour se venger, dit-elle, de l'homme qui a tué son fils. Et puis on va découvrir peu à peu ce qu'elle met sous cette expression. Et puis elle va faire une rencontre décisive avec un Indien Pawnee qui s'appelle Eli Whip, donc c'est Shasky Spencer, qui est un vétéran de la guerre de sécession, qui va la guider dans sa quête. Il se passe évidemment plein d'autres choses. Là, je vous ai vraiment tiré le fil narratif principal. Et puis j'ai découvert en préparant l'émission qu'il y a un sous-genre du western qu'on appelle le western révisionniste ou le contre-western. Aux États-Unis, ils appellent ça comme ça. C'est quand le protagoniste est un native ou bien une femme. Et puis quand, nous disent les spécialistes, quand les frontières entre le bien et le mal deviennent poreuses, ce serait presque la définition de toutes les séries depuis 20 ans. Mais ça s'applique quand même à celle-là. Alors, en tout cas, moi, ce qui m'a frappé, ça s'atténue un peu au fil des épisodes, mais dans les 2 ou 3 premiers épisodes, il y a une espèce d'épure. On est dans une série assez minimaliste. Il y a 3-4 personnages, c'est très théâtral, ça dialogue comme ça. Et puis ça monte en puissance et on va vers un western ou un anti-western un peu plus traditionnel. Je sais pas qui voudrait commencer sur ça, sur The English. Gilles et puis Audrey. Non, Audrey. En même temps. Alors Audrey Fournier. Oui, ça montre l'enthousiasme qu'il y a. Enfin, je ne sais pas quel est l'avis de Gilles sur The English, mais en tout cas, ça montre que c'est une série très très riche qui ouvre énormément de portes. En tout cas, moi, elle m'en a ouvertes en tant que spectatrice. Alors, on parlait d'épure. C'est à la fois une série qui recherche l'épure et qui est en même temps extrêmement sophistiquée. L'épure, c'est l'épure des paysages avant tout, puisque dans la première scène qui montre le personnage d'Emily Blunt qui arrive, que j'ai revisionné là juste avant l'émission, elle est dans sa diligence, on voit simplement une porte qui s'ouvre et la seule chose qu'elle voit à travers cette porte, c'est une prairie immense qui est complètement déserte, inhabitée, absolument non domestiquée, et on sent que ça va être au cœur du sujet de The English, c'est-à-dire la cohabitation extrêmement difficile et extrêmement âpre entre des colons, parce que The English, donc en français c'est les étrangers, ça désigne en fait toutes les personnes qui viennent d'Europe
ou même des confins de l'Europe pour venir s'approprier un bout d'un territoire qui n'est pas un territoire vierge, puisqu'il y a des Indiens sur ce territoire qui sont là. C'est pas du tout un territoire vierge, et c'est pas du tout un territoire qui est non administré, comme on le pense trop souvent. Et donc, ça va être la confrontation entre ces paysages très durs et ces nouveaux arrivants. Et à travers ce conflit, qui est la racine du western, ce qu'on explore, et c'est ce que j'ai trouvé absolument passionnant, c'est l'ADN de la violence qui est au cœur des États-Unis, de la construction des États-Unis d'Amérique, et toute la série ne parle que de ça. Gilles, voilà, je me suis dit, Hugo Blick fait son western. Et ça le démangeait d'aller y voir et de lui aussi avoir des beaux paysages et d'écrire la légende ou d'écrire la réalité. Oui, merci. Alors j'ai effectivement le même avis qu'Audrey au niveau du jugement de valeur. Moi, j'aime beaucoup la série, ne serait-ce que pour les images. Chaque épisode est quasiment un film en lui-même, avec un début, un milieu et une résolution. Alors, ça m'a fait penser, si on peut parler de références pendant 3 secondes. Enfin, on a beaucoup de références. Il était une fois dans l'Ouest aussi. Le générique animé rappelle presque le générique des Mystères de l'Ouest, avec les petits personnages dessinés. On pense à Danse avec les loups, qui est, à mon avis, le premier film qui a essayé d'inverser un peu les valeurs, puisque moi, étant d'une génération années 80, j'ai grandi avec la dernière séance et j'ai cru jusqu'à 20 ans que les Indiens étaient des méchants et les cow-boys étaient les gentils. Alors là, il y a deux choses. Il y a à la fois, je parle du fond un tout petit peu, il y a à la fois une confusion effectivement entre le bien et le mal. Il y a un caractère complètement, parce que elle, l'anglaise, euh, toute menue, femme, alors contrairement à Il était une fois dans l'Ouest, ici la femme effectivement est le personnage un peu fort. Alors ce qui est bizarre, c'est que elle tue à peu près 10 personnes par épisode et elle pleure toujours dès qu'elle tue quelqu'un, elle pleure. Voilà, donc en tout cas, c'est-à-dire que la fin justifie les moyens. Elle, comme son acolyte, ont pas des comportements bien plus glorieux que les méchants. Donc il y a effectivement une confusion, c'est-à-dire on s'identifie à elle, on partage, on partage son combat, mais si on veut être un peu honnête, voilà, elle se comporte pas forcément toujours mieux que ses adversaires ou ses antagonistes. En revanche, il y a une vraie inversion entre le bien et le mal. Moi, c'est comme ça que je l'ai senti entre les cow-boys et les Indiens. C'est-à-dire, c'est quasiment les Indiens qui sont les gentils, effectivement, et les cow-boys ou les colons, même les Allemands, là, comment on appelle ça là, ils donnent le nom à cette secte-là, ça rappelle quand même Witness, hein, Oui, c'est pas enfin, c'est des Les ammonites. Amish, oui, c'est un peu c'est un genre de Amish, voilà. Donc même eux, elle leur dit à un moment, mais vous êtes pas, vous êtes en train de voler. Elle prend son chapeau, elle dit vous êtes en train de voler les terres de quelqu'un d'autre. Donc il y a quand même effectivement, on essaye de nous rentrer. Alors c'est marrant que ça s'appelle du révisionnisme, hein, parce que normalement le révisionnisme c'est réviser ou nier la vérité historique. Là, ça serait plutôt la rétablir. Enfin, c'est-à-dire qu'effectivement, on a un peuple d'Indiens qui a été un peu exterminé par des Européens qui sont venus là. Voilà. Donc, sur le caractère révisionniste, c'est un petit peu, enfin, c'est en tout cas un nouveau western. Ouais, parce qu'on parle de western révisionniste, hein. C'est une Voilà, expression voilà. qui Alors, est c'était un populaire peu aux bizarre États-Unis ou comme contre-western. Bon, voilà. voilà, mais on Après, inverse je les trouve quand protagonistes. même, je vois qu'Audrey a froncé les sourcils, elle pourra dire ce qu'elle veut, évidemment. Après, il y a quand même le côté état de nature. Voilà, moi, ça m'a fait la troisième référence assez étonnamment. C'était Massacre à la tronçonneuse. Voilà, entre autres. Voilà, c'est-à-dire ces films d'horreur dont le propos est l'effondrement de l'état de droit. Et dans La Colline à des yeux ou dans Massacre à la tronçonneuse, on se retrouve comme ça dans des espèces de fermes, dans un isolé, hein, au milieu de nulle part. Et là, dans ce film, enfin dans cette série plutôt, on a beaucoup d'endroits comme ça où tout est possible, surtout le mal. Je pense aussi, il y a des personnages quasiment de BD, quoi. La vieille chef de meute qui a plus de paupières là et qui a des lunettes noires, Ouais. une sorte de Madalton là. Mm. Voilà, et on se retrouve quand même. Alors, ça rappelle ces familles dégénérées dans La Colline à deux yeux ou dans Massacre à la tronçonneuse. Voilà, donc il y a quand même cette idée
Audrey parlait de violence dans la naissance des États-Unis. Effectivement, ça rappellerait presque aussi The Last of Us, finalement. C'est-à-dire, on est dans un état de nature où chacun va se comporter un peu comme il peut. Alors, il y en a qui essayent de sauver un peu l'humanité, la civilisation, et puis il y en a quand même beaucoup, la plupart. Par exemple, elle n'est pas dans une logique de justice, la héroïne, mais plutôt dans une logique de vengeance. Donc, on est avant l'établissement du droit. Enfin, voilà, donc il y a quand même toute cette ambiance-là. Pour être honnête, on peut se fier à personne, quoi. Dès qu'on voit quelqu'un, on se dit, il va tuer qui ou va se faire tuer par qui. Enfin, il y a une ambiance quand même assez étouffante dans cette torpeur du démon de midi. Ça me rappelle le démon de midi des moines comme Saint-Antoine qui était parti dans le désert, là. Et vous savez, c'est le démon de midi, j'avais étudié un peu ça sur l'ennui. C'est en fait le soleil qui a son zénith. Et c'est pas du tout agréable, c'est plutôt plombant, soleil de plomb qui met mal à l'aise. Et dans ces beaux paysages, il y a aussi souvent ce soleil écrasant qui est toujours annonciateur de catastrophes humanitaires. Voilà. Mais en tout cas, grosse tension. C'est marrant, hein, des paysages, très grands paysages et en même temps une ambiance un peu étouffante. Enfin, il y a toujours beaucoup de tension. Mais enfin, moi, j'aime beaucoup la photographie. Enfin, j'y connais rien, mais en tout cas, les images sont très très belles. C'est beau sans être ennuyeux puisqu'il se passe toujours quelque chose. C'est bien gore aussi. Hein, les morts sont pas mal. Voilà. Donc, moi, j'aime beaucoup. Les morts Je suis vite s'entassent. rentré dedans. Voilà, je suis vite rentré dedans, quoi. Oui, et puis il y a un travail sur on va dire la palette chromatique et puis le grand angle qui est très important. Alors Audrey disait, c'était des régions qui étaient administrées. Il y a effectivement tout un jeu presque dans les mots et dans les noms. On donne beaucoup de noms de tribus indiennes. Enfin, on marque bien que l'idée que ce territoire, il était déjà avec des gens dedans, avec des groupes qui s'affrontaient. Bon, et on est peut-être Audrey dans ce qui intéresse beaucoup Hugo Blick, qui est la question des conflits entre communautés, la question des conflits entre ethnies et comment ça s'accumule au cours du temps et comment ça emprisonne les personnages. Il y aurait quelque chose de cet ordre-là aussi dans cette série? Oui, je crois que Hugo Blick, c'est quelqu'un qui est très très attentif au point de vue. Et c'est en ça que s'il fait un western, qui est ce qu'il appelle la forme la plus pure d'un point de vue cinématographique, s'il s'empare du western, c'est forcément pour en faire un western révisionniste. Alors moi, j'apporterai une nuance, le révisionnisme n'est pas le négationnisme. Il suffit pas du tout de remettre en cause la réalité historique. Bon, moi, je suis pas historienne, hein, mais c'est pas du tout, ça participe pas du tout du même mouvement. Le révisionnisme, c'est simplement donner la place à des points de vue qui ont été oblitérés, qui ont été minorés. Alors c'est le cas dans la série pour le point de vue des Indiens, donc c'est pour ça que ce rééquilibrage est important. C'est important pour Hugo Blick de montrer qu'il y a une communauté qui est présente, une communauté qui vit, et c'est aussi important de montrer que c'est pas une communauté qui est dans un état de nature et dans un état de nature gentil. C'est-à-dire qu'il y a des Indiens pas très sympathiques non plus dans la série. Il y a un couple d'Indiens notamment qui volent, qui tuent, qui est absolument détestable. Et par ailleurs, il y a des Blancs qui ont le cœur un peu plus pur, hein, comme le personnage d'Emily Blunt. Les frontières du bien et du mal sont en permanence assez poreuse, les personnages passent d'un côté ou de l'autre. Donc, Gilles l'a dit, le personnage d'Emily Blunt, c'est une femme qui vient spécifiquement pour se venger. Donc, elle est déjà plus ou moins du côté du mal. Et le personnage qui est joué par Chasky Spencer, là, qui est extraordinaire, Ellie, c'est un Indien pony qui, au début de la série, vient de quitter un bataillon d'éclaireurs qui a réellement existé pendant la guerre de sécession. Donc, il y a eu des Indiens qui ont combattu aux côtés de l'armée américaine, qui quitte ce bataillon. Et une des premières scènes, c'est on le voit aller partir pour le Nebraska, récupérer les terres qui lui ont été promises pour service rendu. Et un de ses frères d'armes lui dit au revoir et lui dit attention, quand tu étais dans les rangs de l'armée américaine, tu étais l'un des nôtres. Maintenant, tu pars et tu ne fais plus partie de notre groupe. Tu n'es plus notre égal. Et ça, ça participe de ce va-et-vient permanent entre le bien et le mal, de cette inversion des valeurs qui en fait se nourrit de toute la complexité des personnages. Donc, et ça nourrit l'intrigue qui est assez complexe, hein, puisqu'on parle donc de la mort du fils d'Emily Blunt. Au début, on ne comprend pas comment il est mort. Et c'est une histoire qui prend pied des années auparavant, à la fois en Angleterre et dans les territoires américains. C'est intéressant que ce soit un Anglais, Hugo Blick, qui réalise la série. Et c'est important aussi que Emily Blunt ait participé à l'écriture de la série, puisqu'elle est elle-même anglo-américaine. Ça, cette double lecture est assez importante. Et d'ailleurs, dans un petit
un petit clin d'œil qui est assez intéressant, qu'on voit à la toute fin de la série. Hugo Blick rappelle que le premier western considéré comme tel, a été tourné en fait en Angleterre. Donc cet héritage européen du western est important et je trouve est abordé de façon assez intéressante. Euh, Autre chose qui m'a beaucoup plu, c'est donc il y a un travail sur l'image, effectivement sur les focales pour saisir tous ces paysages-là, pour saisir le désert, pour saisir le fait qu'on arrive dans des espaces qui sont habités mais qui en même temps qui ne sont pas du tout construits. Hein, on est vraiment dans la nature. Il y a très très peu d'endroits construits. C'est effectivement des fermes isolées, des granges, des campements, des tavernes un peu louches, des endroits qui sont extrêmement inquiétants. Et il y a aussi un formidable travail sur le son, par la bande son, puisque Hugo Blick a tissé une bande originale qui est composée de Champagny, qui est composée aussi d'une partition originale et aussi de musique contemporaine. Donc ça donne un alliage qui nous fait un peu traverser tout le siècle américain, tout l'héritage de la musique américaine. C'est très intéressant. Et il y a aussi un travail sur le hors-champ qui est une façon de faire passer des moments de violence qui seraient sinon insoutenables. Et je rejoins Gilles dans le fait que c'est une série qui a une façon très particulière de montrer la violence, à la fois de façon très frontale, donc avec ces personnages monstrueux, le personnage de cette vieille femme qui a été torturée et défigurée par des Indiens quand elle était plus jeune et qui est vraiment une figure monstrueuse qui sort de nos pires cauchemars, et des massacres, notamment des massacres d'Indiens qui sont filmés hors champ avec simplement un travail sur le son. Là, il y a toute une élaboration de la représentation de la violence que je trouve hyper américaine, et en même temps, c'est un anglais qui s'y colle. Et ça donne un alliage vraiment extrêmement riche. Moi, je me suis dit en regardant la série, la violence est filmée quand elle est à peu près symétrique, c'est-à-dire quand on est dans des duels ou des gens qui s'affrontent de manière assez classique. Elle n'est pas filmée quand c'est dissymétrique, et cette dissymétrie, elle est manifestée par une espèce d'énorme mitraillette dont le nom m'échappe, mais qui a un calibre très important et qui va servir pour un massacre qui arrive assez tardivement, mais dont on comprend qu'il est le point pivot de beaucoup de choses, qui est le massacre de Chalk River. Et Audrey, tu évoquais la bande son. Ce massacre, on l'entend, et on entend cette mitraillette à intervalles réguliers comme ça, et on se dit à chaque fois ça tire une balle énorme et c'est en train de massacrer, et on le voit pas, et on voit juste à la fin de la fumée qui s'échappe d'un village. Donc Gilles, alors là, pour aller dans ce qui a été dit tout à l'heure, tu parlais des Indiens comme victimes. Là, il y a effectivement on va filmer, ou presque filmer, un crime de guerre. Et on est dans j'allais dire dans le white trash, hein, puisque tu parlais de la colline à des yeux, etc. Là, il y a une espèce allez, en forçant un tout petit peu le trait, mais effectivement une scène primitive. Audrey le disait aussi, de la violence américaine. Et d'ailleurs, à un moment, enfin, Cornelia dit, il y a une part d'horreur en chacun de nous. Donc, c'est aussi l'exploration de ça, c'est-à-dire une conquête de l'Ouest moyennement avouable et quand même extrêmement violente contre des populations civiles. Oui, d'ailleurs, à un moment, elle dit à un jeune fermier, là, un peu héros, il lui relève son. Enfin, c'est pas elle, non, non, c'est la femme ou la fille de Myers, là, qui s'est fait voler son troupeau, et donc le fermier voleur lui ramasse son chapeau parce qu'elle est tombée par terre, et elle lui dit, vous croyez que vous avez l'air d'un gentleman parce que vous ramassez mon chapeau? Et il dit, je suis là depuis 75, donc ça fait longtemps que je prétends plus être un gentleman. Voilà, donc la question est de savoir si c'est l'environnement qui les rend mauvais, ou si c'est plutôt l'environnement qui fait réapparaître effectivement une nature humaine qui est quand même pas reluisante, hein. Enfin voilà, on en avait parlé sans doute un peu déjà avec The Last of Us, mais il y a un côté un peu hobbesien de mon point de vue, c'est-à-dire que effectivement, si vous laissez des gens dans un pays quand même où l'État est pas effondré, mais en construction fragile, c'est plutôt le plus mauvais qui ressort, quoi. C'est-à-dire, c'est pareil. Alors, faut pas spoiler tout, mais des personnages qui effectivement peuvent paraître un peu gentils. Enfin, tous les personnages sont inquiétants. C'est-à-dire, au départ, dès que c'est un inconnu, enfin, c'est pas mal, hein, je sais plus qui disait.
je vous l'avais dit, je crois, la dernière fois, c'était un mot anglais qui dit vous n'avez pas peur d'être seul dans le noir, vous avez peur de ne pas être seul dans le noir. Voilà, et c'est un peu ça, dès qu'on voit quelqu'un, on se dit qu'est-ce qu'il me veut, après on a l'impression d'être rassuré, ah bah en fait c'est des gentils, puis en fait non, bah non, c'était quand même, ils étaient pas mieux que les autres, enfin voilà, c'est un peu, on peut se fier vraiment à personne. Après, voilà, il y a des très grands acteurs, l'acteur anglais que j'adore, moi, qu'on trouve dans plein de films, je me souviens jamais de son nom, comment il s'appelle, Ciaran, là, qui joue Mance Rider, qui joue dans Game of Thrones, là, comment il s'appelle, il joue dans plein de films. Lui, On retrouvera. euh, ouais, je vais trouver, attends, Mance Rider, voilà, Mance Rider qui joue, voilà. Alors, Ciaran Hinds ou Heinz, je ne sais pas comment vous le prononcez, voilà, qui a vraiment une tête, voilà, et qui est là dès le début de la série. Et il y a des personnages comme ça qui sont joués par des gros acteurs. Et voilà, n'importe quel second rôle, je vous dis, on est un peu dans la PD aussi, n'importe quel méchant qu'on va voir, même qui va se faire tuer au bout de une seconde est hyper travaillé. Enfin voilà, on peut à chaque fois qu'on voit un personnage, on sait ni s'il est gentil, ni s'il est méchant, ni s'il va durer, ni s'il va pas durer. Voilà, et on se retrouve un peu dans cette situation à elle, hein. Enfin, moi je trouve, hein, c'est-à-dire le danger est partout. Sur le hors-champ, ça me rappelait encore une fois de certains films d'horreur, Carpenter en particulier, qui était spécialiste du hors-champ, où l'horreur vient pas est plus horrible si vous la suggérez plutôt que si vous la montrez, quoi. Voilà. Donc c'est l'anti The Boys. On Voilà. reste sur l'idée parce qu'à la fin il y a un cirque effectivement ce qu'a dit Audrey. On reste sur l'idée, je crois que c'était la formule des cahiers du cinéma. Le western c'est le cinéma par excellence, donc c'était peut-être aussi l'idée du Goblik d'aller dire bah finalement voilà enfin série et cinéma c'est la même filiation. Faisons une série western et allons montrer comment tout cela s'invente dans l'Ouest américain avec les spectacles type Buffalo Bill et sur une période où tout est très ramassé parce que la série s'arrête en 1890. Il y a ensuite un flash forward, en tout cas, il y a un saut dans le temps qui nous amène au début du XXe siècle. Et le premier western, il est tourné quasiment dans ces eaux-là. Hein, c'est ce que tu disais, Audrey. Donc il y avait aussi, voilà, là peut-être une volonté d'aller explorer à la fois les racines du mal et les racines du cinéma, le cirque, le spectacle, et puis un jour un drap blanc tendu entre deux poteaux, quoi. Oui, le cinéma a de toute façon une origine sérielle, hein, que ce soit aux États-Unis ou en France, hein, également, où les premières séries ont été montrées au cinéma bien avant l'invention de la télévision. Moi, ce qui m'intéresse en ce moment, c'est cette espèce de retour du western sous la forme sérielle, qui est très importante. On le voit à travers une saga qui marche très très fort aux États-Unis, qui est Yellowstone, et qui a plusieurs spin-offs qui sont diffusés en ce moment, qui sont visibles en France sur Paramount+. Et Yellowstone est aussi diffusé sur TF1 de façon assez sporadique, je crois. Donc on a Yellowstone, mais on a deux prequels qui se passent au 19e siècle pour 1883 et ensuite en 1923, donc qui concernent le passé de la famille du ranch Yellowstone. Et pareil, qui fonctionnent exactement sur les mêmes ressorts, c'est-à-dire la confrontation de la nature et de la culture, de la nature et des hommes, et cette extraction de la substance de la violence américaine, de la violence entre les Américains et de la violence aussi dans un État dont on a l'impression qu'il est en train de flancher. Alors, soit il est en construction, comme dans les westerns du 19e siècle, ou alors on sent qu'il ne répond pas à toutes les attentes, ou en tout cas à ce qu'on attend de lui. Ça, c'est pour le côté contemporain. Il y a dans les derniers épisodes j'allais dire presque un nouveau personnage qui fait son apparition, qui est la maladie, qui est la syphilis, qu'on n'avait pas complètement vu venir. Donc je vais pas là aussi faire le cliché du série post-Covid, mais enfin on va injecter, là j'ose le dire, on va injecter de la maladie et de la maladie sexuellement transmissible et voilà et transmissible aussi par la violence dans une série qui se déroule en 1875. Gilles. Oui, alors on le voit dès le troisième épisode en fait, hein, la maladie, Mm. avec ce fermier enfin c'est le premier plan, une femme qui veut passer des barbelés en criant et qui se prend une balle de carabine, elle meurt, on a l'impression qu'elle vient encore se faire tuer par des truands qui viennent lui voler sa ferme, pas du tout. Le gars, bon je spoil, mais c'est la scène d'ouverture de l'épisode 3 et tout de suite, le gars se tire une balle dans la bouche. C'était son mari qui pensait être infecté. Voilà, un peu plus tard. Alors moi, j'y vois plutôt que le Covid une métaphore
mais encore une fois, de cette peut-être extermination des Indiens, qui ont historiquement d'ailleurs pas été exterminés que par des armes, mais aussi par les maladies que les Européens étaient venus amener. Et Emily Blunt est justement en discussion avec un genre de vendeur de médicaments et qui rappelle un peu Christophe Valls dans Django, là, et qui lui dit que qu'il cherche un moyen de guérir certaines maladies par une méthode de vaccin ou de merde, je vais pas y Tridatisé. arriver. Mitridatisation, voilà. Et il dit c'est comme les Indiens, pour s'en débarrasser, il faut les intégrer, les acculturer, et en fait, voilà, c'est un peu la métaphore à l'inverse de se demander si le mal qui court, comme on disait il y a 5 secondes, et de cette maladie, c'est pas plutôt les étrangers qui arrivent et qui vont détruire, y compris par la maladie d'ailleurs, les Indiens, quoi. Voilà. Donc, c'est, à mon avis, un niveau métaphorique plutôt que. Bon, évidemment, avec le Covid, on va tout ramener toujours dès qu'on parle de maladie du Covid, mais je pense que c'est aussi une métaphore et une restitution assez réelle de ce qui a pu décimer les Indiens, hein, qui ne sont pas morts depuis le 15e siècle que des armes, mais aussi des maladies qu'ils ne connaissaient pas. Oui, on voit à un moment un Écossais, alors lui-même spolié par les Anglais, qui est venu aux États-Unis et qui a monté une espèce d'école pour éduquer les Indiens, mais qui va effectivement en fait les acculturer et basculer dans une espèce de génocide culturel. Voilà, bon, tout ça, en tout cas, j'espère que tout ça donne envie de regarder la série. Ah Vous oui. voyez, c'est narration complexe, hein, ça c'est la particularité du Goblik, personnage très fort, et puis dimension politique et réflexif sur même le médium série. On va passer à la deuxième série qui nous intéresse aujourd'hui, qui s'appelle La Diplomate, The Diplomate. En anglais, série Netflix en 8 épisodes, signée Deborah Kahn. Alors Deborah Kahn, c'est pas forcément la showrunneuse la plus connue, mais quand on regarde Ouais. ce qu'elle a fait ces 20 dernières années, on constate qu'elle a été soit scénariste, soit productrice exécutive, ce qui est jamais très loin en vrai dans le système américain, de Grey's Anatomy, de À la Maison Blanche sur les dernières saisons, de Vinyl, la série de Martin Scorsese, donc des productions quand même très très importantes. Et là, elle est complètement aux commandes. Et de ce que j'ai compris, la série a été un succès. Donc une deuxième saison est déjà annoncée. L'actrice principale de The Diplomat, c'est Kerry Russell, qui est bien connue de nos services secrets, puisque elle avait été espionne du KGB sur pas mal de saisons. Elle s'appelait Elizabeth Phillips dans The Americans. On retrouve aussi à la distribution Rufus Sewell qu'on a pu voir dans Le Maître du Haut Château et Rory Kinnear qu'on a vu dans Years and Years, qui incarne Bill Tanner dans les derniers James Bond et qui incarnait déjà un Premier ministre britannique dans le premier épisode tout à fait étrange et outrancier, mais très intéressant de Black Mirror. Alors, la diplomate, donc bonne Elizabeth Jennings. J'ai dit Elizabeth Phillips, non, c'est parce que c'est Elizabeth et Philippe Et Philippe, Jennings. exactement. Merci, pardon, effectivement, ils ont des prénoms, ils ont les prénoms du roi et de la reine anglais. Merci Audrey de cette correction en direct. Donc la diplomate, c'est un peu la bonne surprise du moment. Voilà, c'est une série politique qui se passe au plus haut niveau de la vie politique, c'est-à-dire qu'on croise ministre des Affaires étrangères, Premier ministre, président, et puis qui confirme un peu que le genre série politique finalement n'est pas du tout épuisé, il est même assez renouvelé ici par le biais, c'est ce qui est intelligent je trouve, narrativement et scénaristiquement, par un biais un peu tangent, parce que la figure elle-même est un peu tangente. Et en tout cas, on sera tous d'accord pour dire qu'elle a une crise géopolitique à gérer, qui est qu'un porte-avions britannique a été attaqué. On ne sait pas très bien par qui. Il y a des soupçons sur une espèce de milice pro-russe, mais ça peut être une fausse piste absolue. Donc Comme une par attaque sans doute hasard. en fausse flag. Et donc il y a une crise à ce moment-là parce que les Anglais vont se tourner vers leurs alliés. Voilà. Mais la série se déroule essentiellement en Angleterre, d'où ma bévue dont je m'excuse. Alors, comment est-ce qu'on peut entrer dans cette série? Moi, je me suis dit, je ne sais pas si vous serez d'accord, que son intérêt, c'est qu'elle emprunte un peu à tous les genres. Elle est à la fois humoristique, un peu sexy, très politique, très sérieuse. Gilles. Merci. Puisque, bon, bref. Alors, moi, j'accroche très bien. Elle me plaît beaucoup. J'avais lu passer un article dans Le Monde. Alors, je sais pas si c'était Audrey qui avait écrit quelque
quelque chose, mais que dans tout cet foisonnement de... Non, bah alors tant pis, c'est pas grave. Enfin, t'aurais pu. Dans tout ce foisonnement de séries sur les plateformes, il y en a, on sait même plus combien il y en a. C'était une qui sortait du lot. Voilà, effectivement, moi je trouve que elle sort un peu du lot. Alors effectivement, c'est plein de genres. Moi j'ai beaucoup de plaisir à retrouver à la fois Rufus Sewell, dont je vous avais pas tari d'éloge la dernière fois dans Le Maître du Haut Château, que j'aimais beaucoup. Et puis aussi j'aime un personnage ou un acteur qu'on voit un peu moins dans la série, mais qu'on voit quand même. Michael McKean qui jouait dans la série, il fait là le président des États-Unis et dans la série Better Call Saul, il fait le frère de Saul Goodman pendant 3 saisons et c'est un acteur qui est aussi très subtil et très excellent. Alors moi j'aime beaucoup, je m'ennuie pas une seconde. À chaque fois qu'un épisode se termine, Netflix est obligé de me demander si je veux vraiment continuer ou si je commence pas à avoir les yeux qui saignent. Donc il n'y a pas de problème, c'est tout à fait plaisant. Après, dans cet emprunt au genre multiple, à la fin, je commence à sentir certaines confusions. C'est-à-dire, on se demande un moment un peu quel était finalement quand tu dis comment rentrer dans cette série, c'est sur quoi. Alors, il y a un petit time lock, c'est-à-dire suspense, c'est que elle est évidemment américaine, puisque non seulement elle est ambassadrice à Londres, mais en plus c'est un test parce qu'on pense à elle pour remplacer la vice-présidente des États-Unis. C'est quand même pas rien. Donc, est-ce qu'elle va pouvoir se montrer à la hauteur? Là-dessus, il y a effectivement l'intrigue très intéressante, me semble-t-il, et à mon avis centrale de sa relation avec son mari, qui est une ancienne figure, un ancien ambassadeur. Elle était, ça rappelle le mari de l'ambassadeur avec, je sais plus comment il s'appelait, l'acteur français, là, voilà la série. Donc c'est lui qui au départ était l'ambassadeur et elle plutôt sa femme, et du coup il a du mal à exister lui, c'est-à-dire comment, c'est un peu une série sur l'homme déconstruit, hein, comment exister quand si on doit laisser effectivement à sa femme le premier rôle, ce qu'il veut faire volontiers. Pour lui, c'est aussi un prétexte pour pas divorcer. Enfin, il y a cette intrigue amoureuse. En même temps, elle veut plus se marier avec lui, mais elle veut bien qu'il fasse des choses au lit. Là-dessus, il y a effectivement les intrigues politiques qui sont assez réalistes d'ailleurs et qui me rappellent volontiers Borgen, plutôt que du House of Cards. Voilà, on est sur avec beaucoup de débats très techniques auxquels on comprend pas grand-chose, mais c'est un peu comme dans Succession, dont on va parler dans 5 secondes. On comprend rien à ce qu'il raconte, mais on voit bien qu'il y a une tension, en tout cas. Voilà. Ce qui nous intéresse, c'est plutôt la psychologie des personnages dans ce moment-là. Donc, voilà. Donc, moi, j'aime beaucoup. J'aime bien tous les personnages, tous les acteurs, mais je trouve que dans cette complexité, effectivement, d'intrigue et de genre, ça va même jusqu'au sitcom, hein, effectivement, on est quasiment dans la sitcom de temps en temps. Et puis elle a une intrigue avec le Premier ministre. Quand je dis intrigue, je veux dire Avec le ministre des Affaires étrangères. avec le ministre le ministre des Affaires étrangères. Là, on se croira aussi dans Bridgerton, pourquoi pas. Enfin voilà, c'est assez, c'est très 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 mélangé et à la fois. Au bout d'un moment, on se perd un peu. Enfin, moi, je me perds un peu. Encore une fois, ça nuit pas au plaisir de regarder parce que c'est très bien joué, très bien écrit, très classe, hein, je trouve. C'est assez impeccable la réalisation. Mais on se dit, bon, ils veulent en venir où? C'était quoi finalement dans toutes ces genres, celui qu'on voulait faire? Et il y a peut-être un petit, enfin, je suis juste un saisonnier, je suis pas professionnel, mais il y a peut-être un petit problème de cohérence. À la fin, c'était quoi l'idée directrice? Voilà, à force de vouloir taper partout, à la fin, moi je m'y perds un petit peu, mais il n'y a pas de problème, c'est à finir, c'est très très bien quand même. Sachant Ouais. qu'il peut y avoir quelques sous-intrigues peut-être un tout petit peu plus faibles que l'intrigue principale. Il y a le mari qui flirte à un moment avec la sœur Oui, du oui. ministre des Affaires étrangères. Alors, c'est filmé de manière très prime sautière, ils assument complètement. C'est peut-être un Ouais. peu moins intense que les négociations pour sauver le monde. Audrey, comment es-tu rentrée dans cette série par tous les genres ou par un genre qui paraissait dominer Alors moi, je crois que je ne suis pas entrée dans la série par un genre et je crois qu'on est beaucoup, en tout cas de notre génération, à être rentrés surtout par Kerry Russell. Kerry Russell, c'est une très grande actrice de série. Alors, bien avant de jouer Elizabeth Jennings dans The Americans, qui est une série formidable que j'aime énormément, mais qui n'a pas forcément été beaucoup, beaucoup vue.
surtout en France, elle était Felicity dans une série teenage de la fin des années 90. Et c'est l'époque où on avait entre 18 et 20 ans, où on faisait peut-être nos premiers voyages aux États-Unis. Moi, c'est une série qui m'a énormément marquée. Il n'y a pas eu beaucoup de saisons, mais en tout cas, on a vu cette jeune fille qui avait des boucles à l'époque très virevoltantes autour de son visage et ses beaux yeux bleus, et qui traversait New York, le New York pré-11 septembre, avec cette espèce de mélancolie du début de l'âge adulte. Moi, c'est quelqu'un qui est resté en moi et qui est resté dans mon petit cœur de sériephile que j'ai suivi. Et tout à coup, la voilà qui débarque sur l'écran d'accueil de mon Netflix absolument sans que personne ne nous ait prévenu en amont. Et tout à coup, elle a un peu plus de 40 ans et elle joue dans cette série qui est une série hyper à l'ancienne. Et d'ailleurs, je crois que les confusions que tu as eues, Emmanuel, pour raconter l'histoire au début, en fait, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'au début, on ne comprend rien. Parce que donc, c'est scénarisé par une ancienne de The West Wing, de Homeland. Donc, c'est du pur walk and talk. C'est bourré d'enjeux diplomatiques, géopolitiques, politiques. On ne comprend strictement rien. On ne sait pas qui nous parle entre le premier secrétaire de machin, le premier ministre de truc, la Maison Blanche d'un côté, l'ambassade à Londres de l'autre. On ne pige pas grand-chose. Mais on s'accroche parce que c'est tout à fait jouissif, parce que c'est très rythmé, parce que cette espèce d'énergie qui se dégage de la discussion politique, elle est mise en miroir avec la libido, une espèce de libido comme ça qui travaille le couple Wyler, donc qui s'entendent plus, ils veulent divorcer, ça fait 10 ans qu'ils sont mariés, ils n'ont pas d'enfants, ce sont des diplomates de terrain, des diplomates professionnels. Lui n'a absolument aucune éthique, elle a des idéaux très forts. Et ils ne s'entendent plus dans un bureau. En revanche, ils continuent à faire l'amour. Et ça, j'aime beaucoup ce jeu de miroir. Et d'ailleurs, il flirte effectivement avec un personnage secondaire dans la série. Et pourtant, il n'arrive pas à avoir une érection avec elle. Moi, j'aime beaucoup cette sous-intrigue, qui peut apparaître effectivement comme triviale, mais qui vient aussi rappeler que ces gens-là font ça parce qu'ils fonctionnent à l'adrénaline. Ils font ce métier-là parce qu'ils fonctionnent à l'adrénaline. Et nous, si on regarde des séries, c'est parce qu'aussi elles nous tiennent en haleine avec une forme d'adrénaline. Ça, j'aime bien tous ces jeux de miroir. À part ça, ce que j'aime aussi beaucoup, c'est le mélange des genres. Alors moi, qui me gêne pas du tout, entre des enjeux très graves. Il y a cet attentat qui frappe un porte-avions au début de la série avec beaucoup de morts. Il y a une scène d'obsèques nationales qui est absolument tout sauf drôle. Et en même temps, il y a une espèce de comédie du divorce, du remariage, de l'adultère, etc., avec des scènes de sitcom. Alors, il y a la scène où elle lui tape sur la figure. Ça, je pense que tous les gens qui ont vu la série l'ont en tête. Il y a aussi une scène particulièrement drôle où elle est convoquée par un diplomate russe. Et le diplomate russe va faire une espèce de monologue pendant lequel il va lui indiquer par une espèce de langage des signes qu'il faut qu'elle aille voir telle personne pour obtenir une information. Et pendant ce temps-là, le russe va continuer à déblatérer un discours anti-occidental qui est hyper drôle. Donc ça, cette espèce de comédie des années 30. Voilà, on est presque dans la comédie des années 30. Et ce mélange des genres, moi, je le trouve assez jouissif. Et il n'y a que 10 épisodes, je crois. C'est pas énorme par rapport à tout ce qu'on a pu avoir, par rapport à la longueur des saisons de The West Wing, par exemple. Vous savez, les saisons à l'ancienne, ou même, je pense, à, je sais pas, The Good Wife, qui faisait 24 Oui, épisodes 24 par épisodes. saison. Voilà, c'était énorme. Là, je trouve que 10 épisodes, finalement, ça passe très, très vite, surtout quand on les a tous d'un coup sur Netflix. Et moi, j'ai vraiment un sentiment de trop peu, j'ai un sentiment de frustration à la fin. En plus, ça se termine sur un cliffhanger absolument monstrueux. Et comme on se disait avec mon mari, avec qui je regardais la série sur le canapé, on se disait, mais en fait, on veut 20 épisodes de ça tous les ans. C'est ça qu'on veut. Parce que les séries d'auteurs, c'est super. Mais ça, c'est bien aussi. Oui, mais j'allais dire, effectivement, c'est pour ça qu'ils font une deuxième saison, mais les 20 saisons d'un coup, c'est un mode de production qui inquiète beaucoup les plateformes, donc ils y vont un petit peu moins. Donc, série sur un couple qu'on regarde en couple. Gilles, sur The Diplomate. Oui, c'est sûr que juste sur les épisodes, effectivement, maintenant, comme on travaille beaucoup les épisodes, il y a rarement maintenant des séries avec 20 épisodes, c'est toujours 10, voire 8, voire 6. Alors, on appelait ça des mini-séries avant, maintenant ça s'appelle une série. Et en plus, parce qu'on met de plus en plus de sous, et maintenant il faut attendre quasiment 2-3 ans pour avoir la saison 2 de certaines des séries. On vous annonce que ce sera, voilà. Pour aller dans votre sens, alors effectivement, moi
en fait, on est d'accord avec Audrey, hein, comme j'ai dit. Hein, je me confonds, mais en fait, comme j'ai dit, on prend beaucoup de plaisir. Tu m'as peut-être fait comprendre pourquoi j'aimais regarder cette série, effectivement. Et juste, alors sur la scène, effectivement, c'est une petite analyse peut-être d'un novice, mais sur la scène où Emmanuel disait c'est un peu moins, l'intrigue est un peu moins intense. C'est-à-dire pendant que sa femme est en train de gérer une crise des porte-avions, lui est en train de un peu compter fleurette à une fille dans un lac, dans une scène qui rappellerait presque les bronzés, hein, avec Christian Clavier. Là, ils vont dans le lac, il se jette tout nu et puis il dit je peux bander qu'avec ma femme, voilà. Mais je me demande si c'est pas, comme je disais, c'est son problème en fait. C'est-à-dire que pendant que, alors que c'était lui le diplomate au départ, et pendant qu'elle est en train de gérer une crise mondiale, lui, comme tu le dis, il est dans une intrigue beaucoup moins intense et il se retrouve du coup à flirter avec la sœur du ministre. Et je trouve que c'est exactement l'état d'esprit dans lequel il doit être. Voilà, c'est-à-dire il se trouve un peu frustré par la place qu'il a maintenant. Il vit des intrigues secondaires Mm. pendant que c'est sa femme. Voilà, il y a un effet vache qui rit en fait là-dedans. Hein, tu vois, quand tu dis ouais, mais c'est pas très intéressant comme intrigue, et c'est son problème à lui. Voilà, et d'ailleurs dans cet épisode-là et avec la femme, il dit alors qu'est censé faire une femme de ministre? Vous me faites visiter la maison, j'essaye de jouer. Enfin voilà, donc voilà, il a une position qui est, moi je m'identifie forcément plutôt à lui. Hein. Effectivement, il a une position qui est vraiment pas facile, quoi, parce qu'il essaye d'être un peu respectueux de sa femme et en même temps il a du mal. Enfin, on est un peu en une tension. Voilà, et en tout cas, voilà, c'est tout ce que je voulais rajouter. Mais Et cette scène, effectivement, elle est assez caractéristique de la place que ce personnage a dans la scène. en tout cas, les personnages coincés dans les subplots, hein, les personnages coincés dans les intrigues secondaires ont la libido en berne, voilà. Donc, ou alors sont très amoureux de leur femme. Un mot, Audrey, sur le Netflix et la Oui, production. oui, c'était juste pour conclure. Je crois aussi que si cette série a autant enthousiasmé les gens, c'est parce qu'on attendait plus ça de Netflix. Ça fait un moment quand même que Netflix fournit alors des séries qui sont parfois réussies, mais qui sont très programmatiques, très lisibles, très avec des intentions extrêmement marquées, extrêmement claires. Il y a peu de mystère, des scènes très explicatives et susceptibles de plaire au plus grand nombre. Et là, tout à coup, on a une série qui est alors, plus qu'au-dessus de la moyenne, c'est qu'elle est quand même beaucoup plus sophistiquée, beaucoup plus riche. Et la façon dont on ne comprend pas tous les enjeux, tout de suite d'ailleurs, où il y a beaucoup de personnages, où les choses sont complexes, difficiles à saisir. Ça se passe dans un monde qui n'est pas forcément attrayant pour tout le monde, ou en tout cas qui peut rebuter. Et ben ça témoigne d'une prise de risque auquel la plateforme nous avait plus vraiment habitués. Donc ça montre aussi qu'il ne faut jamais enterrer une plateforme tout de suite et que bah, parfois ça tient à pas grand-chose, quoi. Ça tient à un contrat de confiance peut-être entre la plateforme et une scénariste bah, qui vient d'un peu nulle part, mais qui a suffisamment de bouteilles, en tout cas, pour dire bah, moi je vais vous produire quelque chose d'un peu plus complexe que ce que vous avez l'habitude de voir et vous allez voir, ça va marcher. Merci beaucoup. On va passer à notre troisième série qui nous réunit aujourd'hui, Succession. Alors c'est pas une primo entrante. On en est à la quatrième saison et dernière saison. Oui, c'est une Et on sortante est même. quasiment voilà en fin de Oui. saison. Succession, c'est une série HBO. On suit la famille Roy, le père et les enfants. Gilles, toi qui es l'un des spécialistes de Ouais. cette série, est-ce que tu peux nous en donner l'argument, comme on dit en français? Eh bien, comme son nom l'indique, c'est l'histoire d'une succession entre un père qui est un magnat de la presse et des médias, qui est donc qui a pour modèle sans doute dans la vie réelle, comment il s'appelle? Tu vas m'aider, Emmanuel. Son modèle dans la réalité, c'est Murdoch, hein? de Murdoch. Oui, Ouais, ah oui, ouais, Rupert voilà, voilà. Murdoch. Voilà, Merci bon, Audrey. et qui a donc quatre enfants, trois garçons, une fille. Alors, ce qui est assez amusant, c'est que dans le premier épisode de la première saison, il fait un malaise cardiaque, il va quasiment mourir. Et donc, les enfants commencent à se demander qui va succéder. Et en fait, ils meurent pas du tout et ils se retapent d'aplomb. Et donc, c'est une histoire de guerre intrafamiliale, comme il y en a partout, entre quatre enfants et un père. Et à travers les quatre saisons, tout ce beau monde, donc il y a aussi une belle-mère, il y a une mère des premiers, tout ce beau monde va nouer des alliances et des ruptures, et c'est des liens familiaux
voilà, qui sont en jeu. Alors ce père, il est évidemment, c'est le père que tout le monde redoute d'avoir, et j'ai à peu près le même, donc comme la plupart des gens en fait, voilà, c'est-à-dire très présent, très absent, qui a jamais marqué une seule marque d'affection, voilà, et donc par exemple, quand il dit à sa fille dans le premier épisode de la saison 2, souviens-toi de ce moment, je t'ai dit que c'était toi l'élu, c'est toi qui... Et là, elle qui jouait l'indifférence se met à pleurer. Enfin, moi, c'est la scène préférée. J'ai failli pleurer, enfin, j'ai pleuré en la regardant, hein. Je vous l'avais diffusé à l'occasion. Donc, l'intérêt, on parlait de rentrer dans une série, il y a deux intérêts manifestement, il y a deux niveaux. Le premier niveau, c'est effectivement des gens très riches. Je suis parti là, j'ai fait un petit saut à Barcelone qui a coûté très cher à la planète, mais j'ai vu sur le tarmac un jet privé et je me suis dit effectivement tout de suite, on imagine, ça fait penser à la famille euh, euh, le Roy, voilà. Et donc on est sur des les yachts, les grandes villas, ils vont aller prendre l'apéro en Italie pour leurs affaires. Bon voilà, donc il y a l'idée d'un monde qui nous est totalement étranger et ça serait un peu le rêve qu'on a de découvrir ce monde. Et à l'inverse, moi, c'était plutôt ma théorie et que je confirme, c'est qu'on est plutôt sur quelque chose qui est très familier à tout le monde, c'est-à-dire les relations entre un père et ses enfants, la recherche, parce qu'à travers la question de savoir qui va succéder, c'est que ces enfants recherchent pour moi, la reconnaissance de leur père, et pour moi, c'est ce qui tient la série, et ce qui tient aussi, c'est les rapports à la fois, ils sont à la fois tous détestables et à la fois tous très, euh, on les aime tous. Enfin, moi, j'ai vraiment une relation très ambivalente avec tous les personnages. Voilà. J'apprécie particulièrement le père. Je suis de la team Kendall aussi. La fille, voilà, je l'aime beaucoup aussi. Elle, on est proche de tout. Alors j'ai découvert les enfants entre temps que celui qui joue Roman, c'est le frère de Macaulay Culkin qui fait le petit à lunettes dans Maman j'ai raté l'avion. À la réflexion, il ressemble effectivement à son frère. Il joue très bien. Alors tout le monde joue très bien. Voilà, Alors c'est même pas du walk and talk. Hein. Audrey parlait de ça tout à l'heure. Moi je connaissais pas l'expression. Je suis pas du métier, mais là c'est du sit and talk. Hein. Voilà, c'est-à-dire que chaque épisode, encore plus dans la saison 4, ils sont en gros tous assis, chacun sur une chaise et sur un canapé. C'est un peu en thérapie dans la famille Roy. Hein. C'est-à-dire il n'y a pas beaucoup de. Alors on les voit dans l'avion, on peut les voir. Ils s'enferment souvent parce qu'en plus les quatre enfants en général, essayent toujours de régler leurs affaires avec leur père en petit comité. Donc, ils font souvent sortir tout le monde. Et le nombre de scènes qu'il y a avec juste les 3 ou 4 enfants en train de parler, et ça suffit à regarder. Voilà. Alors, faut savoir que le dernier épisode qui sera donc, attention, hein, le dernier épisode est diffusé la semaine prochaine. Et apparemment, il va faire 1h30. Bon voilà, y a un petit côté ça tourne en rond. Je vais pas vous spoiler la 4e saison. Je peux pas vous donner. On peut, hein, si besoin. Je peux, non, mais parce que voilà. Sinon Audrey le fera. Il y a un truc qui me manque un peu dans la 4e, je dois vous dire, qui m'a fait un peu baisser le goût que j'avais pour cette série quand même. Il y a quelque chose qui me manque maintenant, mais après tout, je suis à la place des personnages. Je sais pas si vous avez compris ce que je voulais dire. J'espère que non. Si vous avez vu, voilà. Donc, oui. Moi, ça me manque aussi, et je pense que le dernier épisode sera super. Mais effectivement, on se délecte. J'adore aussi le mari de Shiv là, c'est quasiment mon personnage préféré en fait. Hein, voilà, qui est très ambivalent. Ils ont une scène romantique tous les deux, alors qu'ils sont c'est aussi comme The Diplomate, c'est pareil, ils se séparent mais pas vraiment. Voilà, bon. Bon, en tout cas, toujours aussi de délectation à regarder cette série qui repose essentiellement sur des dialogues et un jeu d'acteurs, des belles images, une belle musique aussi. La musique est quand même de générique et qui replace régulièrement est quand même très grandiloquente mine de rien, alors que les scènes c'est l'anti-western. The English, hein, c'est-à-dire c'est toujours dans des pièces. Jeu d'acteur, réalisation, voilà, personnage complexe. Audrey, c'est ce qui fait le succès de cette série et aussi le plaisir de la regarder. Oui, alors la façon dont Gilles en parle, c'est vrai que
on a l'impression, et il en parle un peu comme j'en entends beaucoup parler autour de moi, les fans de la série qui la regardent vraiment avec beaucoup de ferveur depuis le début. C'est-à-dire que c'est une série qui est arrivée au moment où elle pourrait filmer absolument n'importe quoi, où les personnages pourraient dire n'importe quoi, il pourrait se passer n'importe quoi, tout le monde trouverait ça génial. C'est-à-dire qu'elle est arrivée, c'est pas une série parfaite, mais c'est une série qui est arrivée au maximum de ce qu'elle pouvait donner en 4 saisons. Et ce que je trouve intéressant dans Succession, c'est que tout le monde s'en est pas rendu compte tout de suite. C'est une série qui a mis un petit peu de temps à s'installer, comme quoi parfois, une série, elle peut pas plaire, elle peut pas rassembler toujours sur sa première saison et encore moins sur ses premiers épisodes. Moi, j'ai commencé à la regarder un peu comme tout le monde à la fin de la 2e saison. Là où il y a eu pas mal d'articles qui m'ont dit mais cette série est vraiment géniale, elle arrive à créer un suspense incroyable avec des enjeux de personnages qui sont finalement très, très petits. Hein, c'est des petits enjeux de personnages et on a beau être dans le monde des ultra riches, hein, Gilles a tout à fait raison, ça me fait même pas envie. Franchement, les yachts, ils font pas envie, les penthouses dans Manhattan ne font pas envie du tout. La façon dont ils se fringuent me fait pas envie. Leur vie me fait pas envie parce que globalement, ils sont très malheureux. Donc, on n'est pas... Il y a quelques personnes qui ont parlé de rich porn en parlant de Succession. Moi, je trouve pas du tout. En fait, on est vraiment dans des enjeux de personnages. En fait, c'est une fratrie qui veut se faire aimer de son père. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de mère, déjà. Les mères sont absolument absente. Et ça, c'est génial parce que c'est rare, finalement. La figure de la mère, elle est tellement dévorante dans la fiction en règle générale que tout à coup, quand elle n'existe pas, eh ben, ça éclate les personnages au sol, si je puis dire. Donc, on a la mère de l'aîné qui est, je ne sais même plus si elle est morte ou vivante, mais en tout cas, elle a été placée en asile il y a très, très longtemps. Elle avait de graves problèmes psychiatriques. Elle a été écartée de son fils. Et la mère des 3 autres enfants les a tout simplement abandonnés. Elle a considéré que cette vie ne lui allait pas. Elle est partie avec beaucoup de pognon et elle a refait sa vie. Et quelque part, et ça on le voit dans un épisode de la 4e saison, à un moment, elle revient dans l'histoire parce qu'il y a quelques surgissements de cette personne dans l'histoire. Elle revient et c'est un monstre de froideur. Et pour moi, l'origine du malheur des enfants Roy, il est plus peut-être dans la mère que dans leur absence de relation à la mère, que dans cette relation très frictionnelle et très passionnelle qu'ils ont avec leur père. Donc, j'aime beaucoup ce retournement-là. Et finalement, oui, c'est une série répétitive. Moi, je suis complètement d'accord avec ça. Mais ce n'est pas un problème. Parce que c'est une répétition qui n'est jamais ennuyeuse, qui est toujours extrêmement bien jouée, qui est toujours écrite avec une finesse. Pour moi, c'est vraiment aussi la revanche des auteurs. Hein. Cette série, c'est une série qui montre qu'on peut très bien ne pas avoir d'effets spéciaux, ne pas être dans le MCU, qu'on peut être décalé de tout. Et parler à énormément de téléspectateurs et tenir en haleine pendant 4 saisons une grande partie de l'audience. Et alors, moi, la seule réserve que j'ai, moi, qui m'empêche absolument pas d'y prendre du plaisir, c'est que c'est une série qui a une forme de grandiloquence. Alors, pas du tout de mégalomanie. Alors, elle s'inspire un petit peu, elle se laisse un petit peu traverser par la mégalomanie du patriarche Logan Roy qui va aller crescendo au fur et à mesure des saisons, c'est-à-dire au fur et à mesure du moment où il sent que sa fin est proche. Mais c'est une série qui est très consciente d'elle-même, qui est très consciente de l'importance du travail à l'œuvre, qui est très consciente de l'effet qu'elle a, l'effet de sidération qu'elle peut avoir en quelques scènes sur les téléspectateurs. Par exemple, il y a des cadrages qui sont absolument magnifiques et les acteurs savent tellement ce qu'ils font, les acteurs sont tellement en pleine possession de leur personnage que la caméra va juste s'attarder sur un visage, sur un regard, sur une moue, sur une réaction. Et parfois, c'est un petit peu démonstratif. Effectivement, on sent que les réalisateurs se font plaisir, on sent qu'il y a une forme de complaisance, de narcissisme, qui est un peu le narcissisme aussi des ultra-riches, le narcissisme des ultra-éduqués, le narcissisme de ceux qui savent, le narcissisme de ceux qui gagnent plein d'Emmy Awards et qui savent très bien qu'avec ces dernières saisons, ils ont un peu plié le game. Et ça, oui, ce manque de fragilité-là, je comprends qu'il puisse un peu titiller les critiques et les sériphiles. On perd un peu en sensibilité et on bascule vers le procédé. Gilles, un dernier mot ou on passe à une ou deux petites chroniques?
Non, passons. Enfin, en tout Allez, cas, passons. faut le voir. Hein, de toute Oui. façon, voilà, c'est vraiment si vous l'avez pas vu quand même. Moi, comme je suis un fan, effectivement, Audrey, comme je suis un fan, moi, j'ai dans ma tête de pas avoir vu quelque chose aussi bien depuis Les Sopranos, voilà, donc qui était un peu sur le même mode, voilà, donc et mention spéciale pour Brian Cox qui joue donc Logan Roy, qui est hyper charismatique. C'était Succession, donc série qui s'arrête après 4 saisons et qu'on peut regarder avec le Pass Warner sur Amazon Prime. Voilà, Gilles voulait nous dire un mot de 2 séries, ou peut-être 2 mots de Oui, 2 séries, en commençant voilà. par La Reine Charlotte. On voit les affiches partout dans le métro. Oui, alors étonnant, la reine Charlotte. Alors ça aussi, ça se regarde plutôt en couple. Hein, c'est pas vraiment du Marvel. Hein, voilà. Effectivement, c'était a Bridgerton Story, comme le Star Wars Story, c'est-à-dire c'est un genre de spin-off, mais qui est fait par ceux qui font la série, en Shonda Rhimes, hein, qui est la showrunneuse, qui a donc au départ monté une série à partir d'une série de livres écrits par, vous allez me dire, l'autrice Audrey, toi qui Julia écrivais. Quinn. Voilà, Julia Quinn, voilà. Alors j'ai pas Star Wars, mais Bridgerton Story. J'ai le sentiment que effectivement, ça, c'est parce qu'au départ c'était la famille Bridgerton et là on se centre sur un autre personnage, la reine Charlotte, qui je crois est même pas dans les livres et que dans la série, c'était déjà un personnage ajouté par la série. Et là j'ai l'impression que Shonda Rhimes en fait va chercher Bridgerton pour creuser un peu ces sujets, voilà, qui sont effectivement. Alors, c'est du Jane Austen, du révisionnisme Jane Austen cette fois. C'est-à-dire qu'au départ, l'air de rien, elle avait mis donc beaucoup de gens issus de la diversité, on va dire, dans la noblesse anglaise du 19e siècle, ce qui pouvait étonner. Donc, vous avez est toujours blanc, et là, vous avez des Noirs, des Asiatiques, des Indiens, notamment dans la saison 2, hein, l'amoureuse du fils Bridgerton est plutôt indienne. L'idée, c'était d'en faire plutôt quelque chose d'indifférent, de le normaliser. Et là, en fait, elle creuse ces thématiques. C'est-à-dire que c'est de moins en moins Jane Austen et de plus en plus militant. Voilà. C'est-à-dire que d'abord, vous avez un discours sur le fait qu'effectivement, alors on dit toujours ces gens-là, on parle jamais de couleur, on parle d'origine. Voilà. Et donc, clairement, l'idée que la reine anoblissent des gens qui ont des origines différentes, c'est-à-dire qui sont plutôt noirs, hein, en général, devient un sujet. Il y a vraiment tout un récit là-dessus. C'est pas mine de rien. Et puis il y a aussi une mention spéciale pour les scènes érotiques. On dirait quasiment un film fripon d'M6 des années 90. Hein, on y va tranquillement, aussi bien des relations hétéro que homosexuelles d'ailleurs. Donc voilà, donc j'ai l'impression que Shonda Rhimes, là, c'est pas du tout Bridgerton tel que vous l'avez vu, qui ressemblait vraiment à du Jane Austen en mode woke, mais là, on creuse les sujets, c'est un peu plus olé olé. L'actrice qui fait la reine jeune est très très bien. Lui, celui qui fait le roi jeune, a des faux airs de Tom Cruise, il est pas mal, et il creuse sa folie. Enfin voilà, donc moi j'ai découvert ça, je pensais que j'allais retomber encore sur un truc un peu romantique. Voilà, qui se regardent en couple gentiment. Et je trouve qu'il y a un côté un peu plus engagé qui est finalement pas mal. Je trouve que c'est pas prétentieux et ça va plus loin que ça en a l'air. Voilà. Merci Gilles. Il y avait une deuxième série dont tu voulais nous dire un petit mot, c'est Oui, Happy Valley. Happy Valley, voilà. Alors, série qui a passé inaperçue, y compris chez moi, puisque j'ai découvert ça sur MyCanal, Canal+, et qui date manifestement de 2014 ou de 2016, à vérifier. La première saison 2014, la deuxième 2016, et puis la troisième 2023, voilà, qui est donc sur Canal. Donc, série typiquement anglaise. On avait évoqué ici Mare of It's avec Town. Kate Mare of Eastern. Easttown. Eastern, voilà, qui n'est pas une série anglaise, mais qui se passe aux États-Unis, mais qui a emprunté son esthétique à Broadchurch ou des séries anglaises qui se passent dans un petit village. Là, c'est la même chose, sauf qu'il n'y a pas du tout d'intrigue. On sait tout de suite qui est le criminel, qui est la victime, qu'est-ce qui s'est passé. Donc, c'est pas du tout qui a fait le coup, c'est comment elle va l'attraper. Voilà. Et, euh, et donc, voilà, c'est comme un peu d'habitude dans ces séries-là. Donc, c'est une fliquette qui est très douée et qui en même temps est très ambivalente. Elle aussi,
comme dans English, veut se venger parce que sa fille s'est suicidée après avoir été violée et court après le violeur de sa fille qui est sous sa fenêtre. Hein. Il est là, il n'arrête pas de la narguer pendant 3 saisons. Hein. Voilà, donc il lui arrive rien du tout, le gars. Et voilà. Et donc il y a des intrigues criminelles dans chaque saison. Donc on a cette ambiance Broadchurch, petite communauté anglaise où tout le monde a ses défauts, tout le monde est un peu intriguant, tout le monde est inquiétant, à commencer par l'héroïne, hein, qui a ses grosses failles, mais vraiment très très grosses. Elle est divorcée, mais elle couche avec son mari. C'est un peu comme dans The Diplomate à l'occasion. Donc c'est une très très bonne surprise. Voilà, parce que je m'étais dit justement que j'allais retrouver quelque chose comme Mare of Easttown ou Broadchurch, et en fait c'est pas du tout le même type d'intrigue. Ça se passe dans le nord de l'Angleterre. L'actrice principale, son nom m'échappe évidemment, mais elle est très très bien. Voilà, donc Happy Valley. Le générique fait penser plutôt à un western, mais en fait, c'est très très anglais et vous découvrirez c'est une très bonne surprise. Voilà, c'est une série qui mériterait d'être connue en fait. Hein, et donc, je vous conseille vraiment de vous essayer à ça. C'est Happy chose faite. Valley sur MyCanal. Happy Valley sur MyCanal, c'est chose faite. Je dis un mot avant de clore l'émission de Django, parce que je l'ai mentionné en début d'émission, une série qu'on peut voir sur MyCanal. C'est un western, ça se passe dans les années 1860-1870. Une production franco-italo-britannique, qui a l'air quand même d'être plus italienne que les deux autres pays de production. C'est une série qui a pas eu de très très bonnes critiques et que j'ai regardé, qui est vraiment, enfin, qui est pas antipathique du tout, qui est même plutôt agréable à regarder, même si elle est assez dark. Peut-être que son propos patine un tout petit peu, mais et c'est ce qui en fait un peu le défaut, mais c'est plutôt bien fait. Il y a, j'allais dire Viggo Mortensen. Il y a Mathias Schoenaerts qui s'est fait la tête, c'est sans doute pas fait exprès, de Viggo Mortensen. C'est assez troublant. Il lui ressemble avec une barbe, un chapeau, les cheveux longs. On a l'impression de voir Aragorn passer du côté de l'Ouest américain. Et alors c'est intéressant parce qu'on parlait du minimalisme, en tout cas dans les premiers épisode de The English. Là, c'est vraiment le contraire. C'est une série chorale. C'est une série avec beaucoup de monde tout le temps. Tous les plans sont saturés de gens et on suit, pour faire le pitch vraiment rapidement, alors il y a une histoire de vengeance et puis il y a un conflit entre deux personnages qui se sont connus et aimés enfants et qui se sont séparés parce qu'ils ont aussi découvert qu'ils avaient des liens de parenté un peu bizarroïdes. Mais donc il y a une ville fondée par un esclave affranchi qui s'appelle John Ellis et la ville s'appelle New Babylon, qui accueille à peu près tout le monde et qui est une ville qui va découvrir du pétrole et qui est une ville un peu carnavalesque de gens qui cherchent une seconde chance. Et puis ils sont défiés violemment par une femme qui s'appelle Elisabeth, qui est surnommée Milady, qui est assez bigote tout en étant un peu travaillée par quelques pulsions corporelles et qui va essayer de se venger de tout ce monde. Et donc il y a beaucoup d'affrontements entre eux. À regarder Django sur MyCanal. Voilà pour ce 13e numéro d'Intersaison. Je vous remercie encore tous les deux, Audrey Fournier et Gilles Verviche, d'avoir été avec nous. On a abordé Succession, on a abordé The Diplomate et on a abordé The English, les séries à voir. Il y en a encore évidemment plein d'autres. Voilà, bonne suite à vous deux. À bientôt. Merci, au revoir. Au revoir Emmanuel, au revoir Gilles. Au revoir. Au revoir.